Électron Libre, une émission qui aborde la place et les rôles de notre espèce dans notre environnement à cette époque que l'on appelle l'Anthropocène. Aujourd'hui, je suis accompagné par Jean-Yves Cretin, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Grosbois, bonjour. Bonjour. Et nous recevons donc Pierre-Marie Badeau, comme la semaine dernière, et nous allons... Bonjour. Bonjour. Et nous allons donc poursuivre notre discussion de la semaine dernière qui portait sur l'aspect alimentation et toxicité, où nous avons surtout... Finalement, si on y réfléchit bien, donner des définitions à des mots-clés que sont bien évidemment toxicité, contamination, pollution, danger, risque. On a fait un petit peu, j'allais dire, un cours de français, si je puis dire, vu par un scientifique. Bien, et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion que je vais introduire de la façon suivante. Quand on mange cette bonne choucroute de rave récoltée dans le jardin, cultivée par moi-même, et que on l'accompagne de ce bon morceau de coquille fumée, on parle pas de malbouffe, on est bien d'accord. Mais, pour faire pousser les raves, ou pour élever le cochon, on a donc utilisé quelques intrants qu'on n'avait pas sous la main et qu'on a achetés. Et on peut se poser la question, effectivement, qu'avec ces intrants, entre autres, on est venu contaminer la qualité qu'on espérait sur ces raves et sur ce bon morceau de coquille fumée. Et voilà une autre façon d'aborder le problème de la toxicité et de l'alimentation. Et donc nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, pour poursuivre notre discussion de la semaine dernière, beaucoup plus la problématique des méthodes scientifiques qui quelquefois sont mises à mal par la presse en général, par les médias, mais pas seulement, par Vox Populi, alors qu'on sait que cette rigueur scientifique est preuve de qualité dans les recommandations qui peuvent être faites. Et c'est pour cette raison-là que j'ai souhaité inviter Pierre-Marie Badeau, donc qui va se présenter à nouveau. Nous sommes tous avec une mémoire un peu courte, même s'il s'est présenté la semaine dernière. Merci de recommencer. Donc Pierre-Marie Badeau, je suis professeur émérite à l'université qui s'appelle maintenant Marie et Louis Pasteur, mais que je continue souvent à appeler Université de Franche-Comté. Vous n'êtes pas le seul. C'est notre université franc-comtoise. Donc ma spécialité, ce sont les contaminations chimiques, leur transfert, leurs effets dans l'environnement et leurs effets jusqu'aux espèces vivantes et notamment à l'homme. Et donc depuis 25 ans aussi, je m'intéresse à tout ce qui va être contamination de nos aliments. Bien. Posons le problème avec la question, j'allais dire, la plus simple possible. Cancérogène possible, probable, certain. Qu'en est-il ? Alors la notion de cancérogénèse, c'est une notion complexe. Rentrer dans les détails en quelques minutes, c'est relativement difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque le CIRC, le Comité international de recherche sur le cancer, classe une substance comme cancérogène certain, c'est que l'ensemble du mécanisme de la cancérogénèse a été compris. Donc on a affaire à une certitude scientifique que je pourrais qualifier quasiment d'absolue. On a compris l'ensemble des étapes, des processus qui font qu'à partir du moment où vous êtes exposé à la substance, d'une manière ou d'une autre, par voie orale, vous la mangez, par voie respiratoire, par voie dermique, à partir de ce moment-là, vous avez toute la chaîne des événements biologiques, physiologiques, biochimiques, cellulaires qui conduisent au développement d'un cancer. Mais vous vous rendez bien compte que à partir du moment où il faut que toutes ces étapes soient intimement comprises, ça veut bien dire à l'inverse, on a des millions de substances chimiques dans les ouvrages de toxicologie qui sont référencés. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir avoir ce niveau d'information sur de très très nombreuses substances. Donc on l'a que sur des substances qui ont posé énormément de problèmes et pour lesquels la recherche scientifique a été menée de manière extrêmement intense. Un exemple peut-être.
Bon, on peut prendre comme exemple, je ne sais pas moi, il y a certains HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont on sait qu'ils sont des cancérogènes certains. Donc voilà. Mais tout compte fait, c'est pas la majeure partie de ce qui est étudié. Après, on peut commencer effectivement à s'inquiéter quand on a affaire à des cancérogènes possibles ou des cancérogènes probables. Donc il y a une échelle. En termes scientifiques et en termes d'évaluation de risque, ce qui nous importe, nous, c'est pas qu'on ait la certitude, c'est bien qu'au contraire, je veux dire, à partir du moment où il y a une suspicion et que la suspicion est forte, eh ben, on prend en compte ça dans la prise en compte, effectivement, du risque associé. Et il y a aussi peut-être un autre point qu'on n'a pas évoqué à côté de la cancérogénèse qui, à l'heure actuelle, préoccupe énormément les scientifiques et puis les agences gouvernementales qui se préoccupent de sécurité sanitaire des aliments, c'est tout ce qui concerne les perturbations endocriniennes. Alors, à l'heure actuelle, vous avez ça préoccupe l'Europe, ça préoccupe la majeure partie des grands pays qui se préoccupent de la santé de leur population. Effectivement, on a toute une série de substances qui sont susceptibles d'agir à des doses très faibles comme nos propres hormones. Alors, je prends un exemple. On a par exemple des molécules qui vont mimer nos hormones sexuelles. On peut les retrouver dans un certain nombre de végétaux, on peut les retrouver dans des produits comme la bière, et on va finir par, je veux dire, augmenter les taux circulants dans le sang de ces substances, et au bout du compte, vous pouvez avoir des individus par exemple, qui se féminisent. Alors ça, j'ai pris un exemple chez l'homme, on connaît très bien ça chez les poissons, des perturbations endocriniennes chez les poissons, c'est assez bien décrit, et on peut avoir effectivement des molécules qui, lorsqu'elles sont présentes dans l'eau, qu'il s'agisse des eaux océaniques ou des eaux douces, vont altérer le bon équilibre de développement, donc de reproduction derrière, de nos poissons, et vous avez des populations où le sexe ratio va plus être bon. Une réaction, Jean-Yves? Parce que ces deux mots, perturbateurs endocriniens, cancérogènes, je ne sais jamais si on dit cancérogène ou cancérigène, on entend des fois les termes. Le terme actuel, c'est cancérogène. Effectivement. Mais ça, les perturbateurs endocriniens, dans la nature, il y a beaucoup de molécules à effet important sur les organismes, qui sont des molécules simples. C'est pas des molécules extrêmement compliquées comme la chlorophylle. C'est des petits outils tout simples, tout bêtes, et qui ont des analogues qui sont aussi simples, aussi petits, aussi bêtes que ceux qui fonctionnent normalement. Et quand on se contamine à partir de ces molécules ayant du sens biologique, eh bien, elles jouent le même rôle que les vraies molécules, hormones en particulier, de l'organisme. Est-ce que historiquement, dans les pratiques, il y a quelques siècles avant, la connaissance et l'usage des plantes par les individus pour soit soigner, soit pour exciter certaines ou améliorer, effectivement, ça relève un petit peu de cette logique-là. Oui, c'était empirique. C'était empirique, oui. C'était empirique. Mais on sait maintenant que certaines petites molécules dont Pierre-Marie parlait tout à l'heure vis-à-vis des poissons, c'est des petites molécules qui sont excrétées par l'organisme humain suite à un traitement, par exemple, médicamenteux. Oui, et ces petites molécules vont chez le poisson
copier la fonction de la bonne molécule et provoquer, soit parce qu'il y en a, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'elles sont à haute dose, vous provoquez une sorte d'aberration dans le fonctionnement de l'organisme. Donc ça devient, il y a une anomalie. Vous décrivez un phénomène scientifique relativement précis qui va bien au-delà de ce que l'on peut voir des effets de... Oui. Alors, la grande difficulté avec la perturbation endocrinienne, c'est qu'un perturbateur endocrinien ou une hormone fonctionne comme un interrupteur. Un interrupteur, vous appuyez sur un bouton, mécaniquement, la quantité d'énergie que vous développez, elle est très faible. Et si vous appuyez sur certains boutons, vous envoyez une fusée dans la Lune ou vous déclenchez une explosion atomique. Donc c'est le principe de la perturbation endocrinienne, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il suffit de quelque chose qui est... infime pour déclencher des conséquences physiologiques instabilité. Qui est extrêmement importante. Et donc, ça a pu être ignoré pendant très longtemps. Alors, une des classes de molécules qui est bien connue en termes de perturbation endocrinienne, c'est ce qu'on appelle les phytoestrogènes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de végétaux produisent des molécules qui sont très analogues chimiquement, très voisines chimiquement des œstrogènes qui sont nos hormones sexuelles qu'on a tous dans notre organisme et qui régulent notre développement et qui régulent aussi le cycle ovarien chez les femmes. Et donc, je veux dire, si vous consommez trop de phytoestrogènes, vous, à un moment ou un autre, vous modifiez votre fonctionnement hormonal. C'est comme si vous c'est comme si vous étiez, peut-être, je caricature, un homme et que vous preniez des contraceptifs féminins. Et donc, vous finissez par avoir des troubles qui peuvent être relativement graves. Alors ça, à l'état adulte, c'est tout compte fait pas très grave. Par contre, quand nos enfants, quand les fœtus, les embryons, les jeunes enfants sont soumis à ce type de molécules, de contamination, là, vous avez souvent des effets qui sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas perçu. Nous confondons souvent croissance et développement, mais le développement, c'est l'acquisition de fonctions nouvelles. Et quand vous êtes en développement, c'est-à-dire entre le moment de votre conception et puis l'âge adulte, vous acquérez en permanence des fonctions nouvelles. Et si la fonction n'est pas acquise au bon moment, parce que vous avez été justement soumis à une contamination chimique, parce que vous avez été soumis à un perturbateur endocrinien, bien souvent, vous ne rattrapez pas votre retard. Le plan de construction, il a raté une étape, et toutes les étapes ultérieures, je veux dire, elles sont mises à mal. Donc vous finissez par fabriquer des individus qui sont, qui présentent effectivement des déficiences, qui présentent des anomalies, et pour lesquelles ça peut devenir catastrophique. Le meilleur exemple, c'est le mercure à Minamata, le mercure partout, où effectivement, là, on avait des populations de pêcheurs qui vivaient à côté de sites industriels où l'océan a été pollué de manière extrêmement intense par les rejets de mercure. Et vous avez des gens qui ont raté certaines étapes de leur développement, et vous avez donc eu des populations avec des anomalies du développement neurologique, du développement cérébral, et des choses gravissimes. C'est-à-dire que on imagine tous qu'une pollution chimique, une contamination chimique peut nous faire mourir, mais je pense que ce qui est le plus grave, c'est que ça peut condamner des individus à des qualités
qualité de vie extrêmement faible. Oui, tout à fait. Effectivement, on comprend mieux je dirais la lecture que les scientifiques font des effets. Donc on n'est pas encore sur la méthodologie, on va en parler après la pause musicale, et on va écouter Gold de Plus près des étoiles. Je crois que j'avais déjà choisi cette chanson qui évoque l'exil, la perte, la souffrance silencieuse. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri. Ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Au pied des murs de pierre, ils ont brûlé leurs dragons de papier, refermé leurs paupières sur les chenilles d'acier. Eux qui croyaient vieillir en regardant grandir leurs enfants, à l'ombre du sourire des bouddhas de marbre blanc. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Il parle à demi-mot, à mi-chemin entre la vie et la mort, mais dans leurs yeux mi-clos, le soleil. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Paul-Marie Guinchard. Électron Libre donc poursuit sa réflexion sur la problématique de la toxicité alimentaire. Et donc nous avons déjà abordé des sujets qui peuvent peut-être paraître complexes, mais essayons d'aller un petit peu plus loin déjà sur l'approche, comment ça fonctionne au niveau de nos institutions en France, en Europe, quelles sont les structures qui œuvrent dans la recherche sur les toxiques et ensuite après comment elles pratiquent, les méthodes qui sont développées. Mais d'abord, vous avez à plusieurs reprises, Pierre-Marie Badeau, parlé de l'ANSES. Donc vous pouvez dire quelques mots sur cette structure-là, mais c'est pas forcément la seule, il y en a d'autres à l'échelle européenne. Je crois que l'ANSES est une structure à l'échelle française. Oui, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. On l'appelait AFSA avant, je crois, c'est ça? Voilà, l'ANSES provient de la fusion de d'autres agences. En gros, ça fait depuis la fin du XXe siècle que ces agences existent. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ces agences, elles ont été conçues pour être indépendantes. Jusque précédemment, ce qui se passait en France et dans de nombreux autres pays, c'est que l'évaluation des risques et la gestion des risques étaient dans la main des gouvernements. Et c'est tout à fait logique qu'un gouvernement soit, puisque c'est la représentation dans une démocratie, c'est la représentation publique, c'est la puissance publique, un gouvernement a en charge la gestion des risques. C'est-à-dire qu'une fois que le risque est évalué, il est identifié, il existe, enfin on sait qu'on peut avoir des problèmes si on ne prend pas de mesures, c'est bien
au gouvernement national ou aux institutions européennes, à la Commission européenne, de prendre les mesures qui permettent de diminuer, de réduire ou d'annuler à zéro ce risque. Donc la gestion du risque, c'est une tâche régalienne de l'État, des gouvernements. Et donc, précédemment, on avait divers comités qui dépendaient directement des ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, etc., ministère de l'Agriculture, qui procédaient à l'évaluation des risques. Quand vous êtes à la fois en charge de l'évaluation et de la gestion, il y a une dérive qui peut se produire et qui est que vous pouvez avoir tendance à minimiser le risque pour pas ensuite avoir à le gérer, parce que vous savez que vous ne pourrez pas le gérer convenablement dans un certain contexte. Si je prends un exemple, on sait que la pollution atmosphérique liée au trafic automobile, qu'il s'agisse des véhicules particuliers ou du transport poids lourd, c'est quelque chose qui est majeur et qui a des effets majeurs en termes de santé publique en France, en Europe et dans le monde. Donc ça, si c'est une institution, si c'est une agence indépendante scientifique qui fait l'évaluation du risque, on va pouvoir effectivement produire des données là-dessus. Malheureusement, à l'heure actuelle, on le voit bien avec la crise actuelle, on ne sait pas se passer de transport. On ne sait pas se passer de transport lié notamment aux moteurs thermiques, aux hydrocarbures. Et donc, on a une gestion à faire. Et le gestionnaire, c'est sa responsabilité. C'est effectivement de peser des attentes sociétales qui peuvent être diverses. J'ai besoin de me déplacer. Et puis, j'ai aussi besoin de respirer un air sain. Mais ça, c'est plus un problème scientifique, c'est un problème politique, c'est un problème qui concerne tout le monde, donc c'est un problème de société, sociopolitique, et avec des conséquences économiques diverses et variées. Donc nous, scientifiques, la responsabilité que l'on se donne, c'est effectivement de produire la meilleure évaluation des risques possibles, les meilleures données possibles, de telle sorte que les gens qui ont à décider, les gouvernements, mais les gouvernements ne sont représentatifs normalement que de la population, donc la population tout entière, elle doit décider de ce qu'elle a envie de faire. Je prenais l'exemple du thon tout à l'heure, du mercure dans les poissons. Effectivement, on peut avoir une vision protectrice et dire attention, il ne faut pas consommer trop de poissons, parce qu'on risque d'excéder la teneur en mercure. Mais à l'inverse, on sait que quand on consomme beaucoup de poissons, on récupère des oméga 3. Il y a un intérêt nutritif à consommer du poisson plutôt que d'autres protéines d'origine animale. Donc, il faut trouver un équilibre. Et les collègues qui sont des nutritionnistes, eux, disent ça serait bien que vous consommiez du poisson 2 fois par semaine. Et nous, toxicologues et écotoxicologues, on dit 1 fois. Donc, ensuite, moi, mon opinion par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Chacun doit décider en son âme et conscience si effectivement il a envie d'en manger 2 fois, 1 fois, et il faut simplement mettre à disposition du public toutes ces informations et laisser les gens décider de ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça, c'est un point de vue personnel. J'ai déjà débordé le cadre strictement scientifique. Oui. Ma responsabilité en tant que scientifique, expert de ces choses-là, c'est bien de fournir une information qui est une information fiable et qui n'est pas objective et qui n'est pas toutes les inepties qu'on peut trouver dans certains médias. Objective et pas les inepties qu'on trouve dans certains médias et notamment sur les réseaux sociaux où le moindre imbécile s'autorise à penser qu'il est expert. Oui, c'est ça. J'ai un exemple simplement à ce titre-là. C'est Claude Farc qui me l'a passé sur des chercheurs britanniques, on ne sait pas qui c'est, ont par ailleurs découvert un lien entre la nourriture transformée et un QI réduit.
Donc j'aimerais connaître les méthodes qui ont été utilisées par rapport à cela. Ici, effectivement, la nourriture transformée. Hein. Qu'est-ce que c'est que la nourriture transformée? C'est déjà un vaste sujet en tant que tel, je pense. Hein. Oui, et puis le quotient intellectuel, c'est pas vraiment un indicateur totalement scientifique non plus. Et totalement objectif, effectivement, oui. Alors, les méthodes qui sont développées par les scientifiques, parce que vous êtes acteur quand même de ce travail, sur le nombre de cas, les protocoles qui sont mis en œuvre, la façon dont sont collectées les informations, comment elles sont traitées. Comment ça se passe? Alors, on peut distinguer deux niveaux. Peut-être ce qui se passe au niveau des équipes de recherche qui vont effectivement s'intéresser, par exemple, à une molécule donnée et essayer de produire de l'information spécifique permettant de cerner effectivement un seuil de toxicité pour une espèce donnée. Hein, et puis, comme on a énormément de recherche scientifique dans le monde qui se fait sur ces sujets-là, on produit des quantités extraordinaires d'informations, et cette information, il faut à un moment ou à un autre la synthétiser, il faut la comprendre, et on peut aussi lancer des études plus générales, et ça c'est la tâche des agences sanitaires. La tâche des agences sanitaires, c'est de maintenir une veille scientifique sur tout ce qui peut se produire, avec parfois des alertes, avec parfois des choses qui sont beaucoup plus avérées, et d'en tirer effectivement des conséquences en termes d'évaluation de risque. Et une des tâches principales, ça va être effectivement de produire ce qu'on appelle des valeurs toxicologiques de référence, c'est-à-dire d'établir des seuils qui ne sont pas les valeurs réglementaires, hein, ça n'a rien à voir. La valeur toxicologique de référence, je prends un exemple pour le cadmium, elle doit se situer à 0,35 microgrammes de cadmium ingéré par jour et par kilogramme de poids corporel de l'individu qui est exposé. 0,35 microgrammes, ça fait 0,35 10 puissance moins 6. Voilà, millionième de gramme. Ouais. Le gramme, vous vous rappelez, c'est le tout petit truc qu'on avait dans la boîte de poids dans les cours de physique-chimie au collège. Hein, donc c'est rien. Et donc à partir de ce seuil-là, on peut, si vous êtes exposé régulièrement, vie entière, ou pendant des dizaines d'années, à une exposition de cet ordre-là, vous allez déclencher, vous avez un risque non négligeable de déclencher une pathologie osseuse ou une pathologie rénale lorsque vous aurez 50 ou 60 ans. Si j'essaie de résumer sur la méthode, parce que je posais la question sur le nombre de cas, etc. Dans les faits, c'est à partir d'études produites par les laboratoires scientifiques à travers l'ensemble des laboratoires de recherche qui existent, que vous faites, que vous étudiez ces publications qui sont faites, qui ont été validées déjà par le monde de la science, et vous en faites une synthèse. Et voilà. À partir de ces synthèses-là, vous avez peut-être la possibilité d'induire des approfondissements, donc de faire rebondir les travaux de recherche, mais en même temps d'arriver à définir Il y a aussi toute une série de surveillance alimentaire, c'est-à-dire dans le jargon on appelle ça du monitoring, qui est fait par les institutions et qui peut être fait aussi à l'initiative des agences, hein, qui elles vont aller rechercher quelle contamination dans quel aliment, sur des échantillons extrêmement larges, extrêmement nombreux, et puis essayer aussi d'avoir des informations sur les consommations alimentaires. Si vous avez un aliment qui est très fortement contaminé, mais que personne ne le mange, ou très peu de personnes le mangent, le risque à l'échelle de la société, il est minime. Je ne dis pas qu'il est négligeable. Il faut s'intéresser aux populations qui surconsomment cet aliment, mais ce n'est pas un problème de santé publique majeur. Oui, ce n'est pas le problème du sucre et des graisses. Il y a les deux aspects, si vous voulez. Il y a le corpus de recherche, et puis il y a des études très, très larges qui sont menées sur des quantités d'échantillons extrêmement importants, qui sont sans commune mesure avec les petits flashs qu'on peut de temps en temps avoir dans certains médias où on nous indique que tel groupuscule a analysé 10 boîtes de thon et on va tous mourir parce qu'on va manger du thon. Quoi. Oui, alors là, on est sur des milliers de cas qui ont été analysés. Oui, et parfois, les études épidémiologiques peuvent porter sur des millions de données. Hein. Donc, c'est sans commune mesure. Et c'est ce qui peut aussi expliquer parfois, avec la notion de risque et de danger, la divergence. Oui. On arrive au terme de l'édition, mais je vois que Jean-Paul a peut-être non pas une question, mais une remarque, et on a vraiment très très peu de temps, Jean-Paul.
Alors, ma question elle est plus longue que prévu. Ah, C'est le citoyen qui vous écoute se dit, entre les expertises de laboratoire atomisées qui arrivent à l'ANSES et les décisions qui sont prises, il y a déjà un chemin qui est complexe, qui est un chemin scientifique. Mais quand on voit que par dérogation, un préfet peut autoriser une collectivité à distribuer une eau non conforme pendant 3 ans avec renouvellement, on se dit que votre expertise et votre pouvoir de conviction doit être extrêmement fort et difficile. Ouais. Bah, un mot, hein, vraiment un mot. la difficulté, là, c'est toute la difficulté entre l'évaluation du risque et la gestion. La gestion, le préfet qui prend cette décision-là... C'est l'État, le préfet, hein. Oui, c'est l'État. Le préfet qui prend cette décision, l'État en région, il est dans son rôle, mais qui n'est pas nécessairement... Il prend en compte différentes choses et il doit prendre en compte le besoin d'alimenter en eau une population. Et je ne dis pas que c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est la bonne décision qu'il prend, c'est sa responsabilité. Et souvent, on confond la responsabilité de l'État et une partie des acteurs a tendance à se défausser sur les scientifiques. Le scientifique, lui, il n'a jamais... S'il a produit toutes ces valeurs, s'il a contribué à produire les valeurs réglementaires, c'est bien dans un but de protection. C'est important de le rappeler, et je crois que Jean-Paul a mis finalement le pied dans la mare et qu'on va, je pense, à partir de cet automne, essayer dans Électron Libre de travailler beaucoup sur la problématique de l'eau et de la pollution de l'eau. C'est un grand sujet. Merci à vous, Pierre-Marie Badeau. Merci de votre invitation. Merci.